Le legal design, il faut comprendre, c'est que c'est un mode de pensée. C'est comment on va rendre ses écrits et ses présentations fonctionnelles. Et ça veut dire que c'est centré sur l'utilisateur. En fait, on a tous besoin d'accéder plus vite à l'information, de la lire plus facilement et de comprendre beaucoup plus vite les messages clés. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate, le podcast pour découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours, leurs activités, mais surtout quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business et des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, nous rencontrons Maître Sophie Lapissardi, une avocate entreprenante aux multiples casquettes. Maître Lapissardi est avocate associée et fondatrice du cabinet Lapissardi Avocat, également vice-présidente de la commission droit public des affaires de l'ACE et fondatrice de l'Exclair où elle forme les praticiens du droit à la méthode du legal design. Elle nous raconte son parcours, son cheminement vers le legal design, définit la notion et met en avant ce que le legal design peut apporter à ses clients, à son travail et en fait un avantage concurrentiel puissant. Maître Sophie Lapissardi est une vraie entrepreneuse et son parcours est très inspirant. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à nous apposer un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à le partager à vos confrères, c'est ce qui nous permet de continuer à vous produire ces contenus gratuitement. Enfin, avant de vous laisser avec Sophie, je vous invite à lire nos contenus sur le développement commercial des cabinets d'avocats que vous retrouverez dans les ressources de ce podcast. Belle écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Louis. Alors merci d'être parmi nous aujourd'hui sur le podcast d'Advocate. Maître Sophie Lapissardi, vous êtes diplômée de Paris 1 d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de contentieux de droit public, avocate associée et fondatrice du cabinet Lapissardi Avocat depuis 2016, Ouais. présidente de l'Exclair et vice-présidente de la commission droit public des affaires de la CE, ça fait un paquet de choses. Oui. L'idée, c'est qu'on fasse un petit tour de votre parcours, de votre histoire, et qu'après on aille dans le détail sur toutes ces choses que vous faites. Donc Sophie, qu'est-ce que tu étais avant de devenir avocate ? Je te laisse te présenter rapidement. Avant de devenir avocat, j'étais un avocat en devenir, mais sans le savoir en fait. J'adorais les études de droit, j'adorais le droit, mais je savais pas trop ce que j'allais faire. À la fin de à l'époque, ça s'appelait un DESS. Et puis là, j'ai fait un stage en fait en cabinet d'avocat. J'étais en cabinet d'avocat au conseil Lyon-Camp Fabiani-Thirier. Et dès mon premier dossier, j'ai su que c'était ça. Donc, c'est-à-dire que en fait, j'avais envisagé de faire une thèse, j'avais déjà le sujet, etc. Et en fait, j'ai tout arrêté parce que dès que j'ai touché un dossier, je me suis dit, c'est ça, c'est ce que je veux faire. Donc finalement, voilà, en fait, j'étais une étudiante en droit, un parcours classique, fac de droit. Et puis la découverte du cabinet d'avocat, du contentieux d'abord. Et puis là, de me dire, c'est vraiment ce que je veux faire. Et pourquoi ? Parce que d'abord, une grande diversité, c'est-à-dire que on touche des dossiers différents avec, même si donc je suis spécialiste en droit public et j'ai un cabinet Lapissardi Avocat qui est dédié au droit public des affaires, donc avec une grosse dominante contrat public. Alors à l'époque, j'étais déjà publiciste, mais quand j'ai commencé, je faisais plus de fonction publique et du droit administratif général. Quand j'ai vraiment commencé, puisque j'ai commencé avant d'être avocat, j'ai commencé à travailler au cabinet Lyon-Camp, puisqu'en fait j'ai été embauchée tout de suite après mon stage, avant de passer le CRFPA. Et ce qui me plaisait, c'était la diversité, c'est-à-dire toucher des dossiers, défendre des positions, avoir à la fois un regard objectif pour dire au client, là, je pense qu'on va gagner ou on va perdre. En tout cas, on ne lui dit pas qu'on va perdre, mais on pense que ça va être difficile. Et en même temps, le défendre bec et ongle, et voilà, et d'avoir différentes visions comme ça, de changer de dossier, cette diversité avec une matière qui peut être une matière commune, le droit public, même s'il y a beaucoup de matières au sein du droit public, mais voilà, c'est ce qui me plaisait défendre, et puis switcher vers presque être un peu schizophrène en étant à la fois objectif d'un côté et subjectif de l'autre, quoi. Ouais. Et du coup, vous avez fait plusieurs stages avant de stage. Non, vous avez fait beaucoup de... non, c'était mon premier. Ok. Mon premier stage, Okay. voilà. Et ben en fait, j'avais 2 mois de stage et au bout d'un mois,
Frédéric Thirier m'a proposé de rester en tant que collaboratrice. Alors, je n'étais pas avocat. Donc, c'était une super opportunité pour moi. L'occasion de prendre mon temps pour préparer le CRFPA. Ce que j'ai fait, du coup, après le DESS, donc je travaillais au cabinet Lyon-Caen et je préparais en même temps le CRFPA. C'était absolument génial, c'était beaucoup de boulot. Mais ce qui était super, c'est que j'avais déjà j'avais déjà un peu cet esprit entrepreneurial parce que j'étais payée au dossier. Et ça, c'était génial parce que ça paraît comme ça étrange, mais en fait, peut-être ça peut paraître étrange pour certains, mais c'était super parce qu'il y avait des périodes où j'avais besoin de temps pour réviser les partiels ou les galops d'essai, etc. Et donc, je faisais un peu moins de dossiers. Et puis, en novembre, pour faire les cadeaux de Noël, je faisais beaucoup de dossiers. Donc, c'était super. J'avais déjà, en fait, une certaine indépendance sur la manière de m'organiser, parce que c'était possible aussi avec le type de dossier. Donc, super. Et puis, j'apprenais beaucoup. J'ai beaucoup appris. Donc, je suis restée 2 ans au cabinet Lyon-Caen. Et j'ai beaucoup appris sur la technique de rédaction. Alors, je travaillais sur des dossiers en fonction publique. Et puis, en même temps, donc, j'ai passé le CRFPA, le CAPA, et puis je suis devenue avocat en 2000. Et là, j'ai voulu aller travailler sur des dossiers qui vraiment des matières qui m'intéressaient beaucoup plus, c'est-à-dire les contrats publics, les marchés publics, les concessions. Et ça, c'était pas possible au sein du cabinet Lyon-Caen, en tout cas pas tout de suite. Et moi, j'avais vraiment envie et j'ai eu une opportunité. Une ancienne directrice juridique d'un grand groupe de BTP qui était passée quelques mois au cabinet Lyon-Caen, parce qu'à l'époque, il fallait rester quelques mois collaborateur pour faire la passerelle. Et on s'est rencontrés et là, je me suis dit, waouh, c'est les dossiers que je veux, il y a des dossiers à fort enjeu. J'avais envie de toucher des dossiers de contrat, parce que pour moi, un contrat, c'est un projet. Donc j'avais envie de ça et elle avait besoin de renforcer l'équipe. Elle était toute seule, de monter son câble. Et donc voilà, j'ai intégré pendant 1 an son cabinet en tant que collaboratrice et j'ai prêté serment. Et 1 an après, on s'est associés. Donc je me suis associée au bout d'1 an de barreau. Voilà. Et on va dire 3 ans de 3 ans de travail en cabinet, même si j'étais pas encore avocat, mais je traitais les dossiers. J'allais pas les plaider quand j'étais chez Lyon-Caen, mais voilà. Donc 2001, je deviens associée du cabinet qui s'appelait à l'époque Barakan La Pizardie, qu'on a ensuite réduit à BL Avocat, mais voilà. Et puis là, voilà, découverte de l'association et de la gestion d'un cabinet. Peut-être plus fun, moins fun. Ah, c'est surtout le saut dans le grand bain. Là, c'est déjà c'était un peu le saut dans le grand bain quand j'ai commencé chez Lyon-Caen parce que il y avait beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire que en fait, moi, je me souviens, on m'a remis mon dossier. Je me souviens encore du nom. C'est incroyable parce que je vois le moment où Frédéric Thirier me met le dossier sur la table de la bibliothèque en me disant voilà, ça, il faut faire le mémoire en défense. Waouh. Donc une grosse autonomie. Donc là, et puis que c'est pas évident parce que les autres collaborateurs, eux, il faut qu'ils avancent. Ils sont payés au dossier, donc ils n'ont pas tellement de temps à perdre à expliquer à une jeune comment faire. Donc on se débrouille comme on peut. Et puis, mais là, l'association, oui, c'est une aventure. C'est une aventure parce qu'en fait, on découvre comment on gère un cabinet, comment on manage des équipes, voilà. Et puis en même temps, il faut développer, traiter les dossiers aussi, parce que je produisais beaucoup et je produis toujours. Mais à l'époque, là, je produisais encore plus. J'étais encore un peu moins sur le management et le développement de clientèle. Et puis en même temps, développer la clientèle. Donc, comment vous êtes pris du coup ? Alors d'abord, mon associé à l'époque, son dernier employeur est devenu son premier client. Donc on avait un grand groupe de BTP et on avait une position pour ce client qui était quasiment de la direction juridique externalisée. Ce qui fait que j'étais au contact direct des opérationnels. Donc ça, c'est important pour la suite ensuite de mon parcours parce que j'avais appris une manière de communiquer à la fac. J'avais appris à rédiger alors devant le Conseil d'État quand j'étais chez Lyon-Caen, mais aussi devant les tribunaux, les tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel parce qu'en fait, les avocats au Conseil peuvent intervenir devant les juridictions inférieures. Donc j'avais appris tout ça, ça c'était très bien, mais quand on est au contact
d'un chef de chantier, tout le jargon juridique, Parler le même langage, les quoi. tournures de Ouais. phrases, etc. Donc très vite, je comprends la difficulté. Aujourd'hui, c'est pour ça que quand je parle à des directions juridiques et des juristes en interne, je sais très bien quelle est leur difficulté, parce que je l'ai vécu de plein fouet. Donc on avait voilà, un dossier emblématique, mais j'ai développé, en fait, petit à petit, j'ai développé aussi une clientèle dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur des casinos, les jeux. Très vite, en fait, je suis montée sur des dossiers à fort enjeu. Ces dossiers à fort enjeu, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est en jeu souvent ? C'est le contrat de concession du casino. Donc, la possibilité d'exploiter un casino pendant, à l'époque, c'était 18 ans dans une commune, donc avec des enjeux financiers qui sont quand même relativement importants. Cool. Voilà. Et du coup, combien de temps vous étiez là-bas pendant 5 ans, c'est ça, je me souviens bien. Non, 15 ans. 15 ans. On est restés associés pendant 15 ans. Ça, Ça se passait bien. Et puis en même temps, voilà, il y avait le développement de la clientèle. Et puis petit à petit, on était donc 2 associés et on a eu 4 à 5 collaborateurs vraiment à un moment donné. Donc on développait un peu, donc principalement des contrats, de l'urbanisme. Et du droit administratif général, avec des clients qui étaient là depuis le début, puis on développait des types de clientèle aussi. Et puis petit à petit, je perfectionnais mon rôle d'associé, mon rôle d'associé, donc c'est-à-dire avec la vision de ce que je voulais, et puis mon rôle de manager, mon rôle de commercial, mon rôle, donc comme j'avais tout pris de plein fouet en 2001, voilà, ça a pris du temps pour ajuster chaque rôle. Et en 2015, il y a eu plusieurs événements qui ont fait que nos chemins se sont séparés, parce que j'avais une autre vision de ce que je voulais faire pour la suite de mon activité. 2015, c'est pour moi l'année... Alors d'abord, c'est l'année où je découvre l'ACE. L'ACE, donc l'Association des avocats conseils d'entreprise. J'en parlerai peut-être un petit peu après. On peut en parler maintenant aussi. En tout cas, ça a été déjà là. Je m'étais un peu isolée jusqu'à cette période-là. J'étais très concentrée sur le cabinet et j'ai eu le tort, en fait. Je pense que ça aurait été plus simple pour moi de sortir tout de suite et de rencontrer des confrères et d'échanger. En tout cas, j'y ai trouvé au début une association qui se préoccupait vraiment de notre vraie vie. Moi, je me suis dit, la première fois que je suis allée dans des conférences, des ateliers, je me suis dit, ah mais enfin, on nous parle de notre vraie vie d'avocat, quoi. Comment on développe la clientèle, comment on manage son équipe, comment on fait pour gagner du temps, Voilà, et j'ai trouvé ça génial. Et puis j'ai trouvé aussi une famille, vraiment avec des confrères qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui m'ont fait confiance aussi. Et la confiance, pour moi, ça a été, de toute façon, ce qui a marqué tout mon parcours. Vraiment des clients qui m'ont fait confiance alors que j'étais très très jeune. J'avais 25 ans et je traitais déjà des dossiers à fort enjeu. Donc là aussi, j'ai trouvé cette confiance. Et puis en me disant, ok, je te donne les clés de la commission droit public, vas-y, tu fais. Puis après, c'était la commission soft skills, vas-y, après tu fais. Et ça, en fait, on se défonce pour ça. C'est-à-dire que quand les clients nous font ça et qu'ils nous font confiance, on se défonce pour gagner. Et quand on a comme ça une association qui fait que, voilà. Donc, 2015, je découvre l'ACE et là, je me fais waouh, c'est super. Et là, je prends conscience du fait que j'ai envie d'autre chose. Et c'est le moment où j'ai des demandes de clients très, très ciblées sur la manière de communiquer l'information juridique. Donc moi j'ai une activité à destination soit donc un cabinet spécialisé, c'était déjà le cas à l'époque, Barakan Lapizardi ou BL Avocat était très spécialisé en droit public des affaires, c'était principalement des contrats publics, côté soit administration, soit entreprise, pour faire simple. Et en 2015, j'ai une demande d'un maire, par exemple, qui me dit, je viens de recevoir 3 pages de notes de ma direction juridique, 3 pages, j'ai pas le temps de les lire. Donc, il faut que tu me fasses un truc sur une page avec quelque chose comme ça. Il me dit très visuel, avec de la couleur, tu vois, des pictos. Il me dit comme ça. Il me dit, ouais, il faut quelque chose que je puisse lire pendant le conseil municipal où j'ai tous les éléments sous les yeux.
Et puis dans le même temps, j'ai une directrice juridique d'un grand groupe avec qui je bossais depuis plusieurs années. Elle me dit, écoute Sophie, voilà, ta consulte, elle est super. Maintenant, il va falloir que j'aille la présenter au COMEX. Donc, s'il te plaît, fais-moi les slides. Et j'en ai marre que nous, on ait des slides bourrés de texte. La direction marketing, ils ont des super trucs. Comment on pourrait faire pour être plus impactant ? Et là, on est en 2015 et c'est là qu'en fait, je sors du milieu juridique et je me forme à plein de choses, je lis beaucoup de choses. Et c'est là que je me dis, waouh, mais il y a un truc à faire. C'est comme ça, je veux poursuivre sur cette voie. Et à l'époque, on n'avait pas la même vision avec mon associé. Ça demandait de remettre en cause pas mal de choses en termes d'organisation au sein du cabinet, y compris l'équipe. Et donc on s'est séparés tout début 2016 et j'ai créé la Pizardi Avocat, qui est en fait aussi une société, un cabinet entièrement dédié au droit public des affaires, mais dès le départ, je suis partie avec une équipe, avec des membres du cabinet qui avaient envie de challenger leur pratique du droit, d'être plus performants dans la communication de l'information et d'être plus innovants. Et donc j'ai créé la Pizardi Avocat en 2016. Donc j'avais en fait mon véhicule là pour aller là où je voulais aller, quoi, finalement. Et du coup, c'est là où tu commences à créer. Alors, j'imagine, du coup, c'était des idées et une envie d'avancer vers là, mais vers du. Alors, je pense que c'est vers là que tu vas venir, c'est autour du legal design, etc. Oui. Rendre le droit et rendre tout le jargon juridique plus accessible et faciliter la lecture pour les non-juristes, non-sachants. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que plus j'avance, plus je découvre des choses intéressantes, alors des choses qui ne le sont pas, mais donc je me forme sur les sciences cognitives, je lis beaucoup de choses sur le graphisme, parce qu'en fait, j'ai commencé un peu comme tout le monde, quand on s'intéresse à ces questions-là, on pense que c'est que de la visualisation. En fait, la visualisation, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est pas du tout ça, en fait, le legal design. Je découvre en 2016 ce que c'est du legal design, mais en fait, je ne savais même pas. En fait, je cherchais, moi, juste un moyen de communiquer de manière plus claire. Et voilà, c'est vraiment ça. Et plus j'intègre au cabinet, plus je vois la satisfaction des clients, donc les retours de clients, alors que j'ai des juristes ou des non-juristes. Les directions juridiques sont super contentes parce qu'en fait, ça leur permet, eux, de communiquer de l'information en interne de manière plus claire, c'est-à-dire que je leur facilite le job, je leur facilite le boulot, et je les valorise. Et je valorise la fonction juridique au sein de l'entreprise. Ce qui est pour moi fondamental aujourd'hui, c'est vraiment de valoriser le juridique, la fonction juridique. Et puis pour les élus, les chefs d'entreprise, aujourd'hui les startups aussi avec qui ils trouvent l'information, ils comprennent l'information. Et voilà. Donc je perfectionne avec le cabinet que je fais. En fait, c'était une sorte de laboratoire, le cabinet au départ en 2016. Je ramène ce qu'il faut, puis je commence à créer un process en fait, avec mes dossiers. Donc j'ai des dossiers en conseil, en contentieux, en formation, en droit public des affaires. Et puis, je suis incitée aussi par les clients qui commencent à me challenger, à me demander des choses de plus en plus intéressantes, de plus en plus de travailler sur des outils pour communiquer de l'information juridique à des geeks parfois en interne, à des ingénieurs qui n'ont juste pas envie de lire des documents juridiques. Et j'ai même été challengée jusqu'à créer une vidéo pour un magistrat dans le cadre d'un contentieux. Donc on avait des écrits contentieux et en fait on s'est dit il va falloir qu'on communique de manière impactante aux magistrats. Il n'y a pas d'expertise judiciaire, on était sur un gros contentieux d'exécution de marché public de travaux avec une grosse réclamation financière, donc j'étais côté maître d'ouvrage public et on s'est dit comment on peut faire pour impacter. Et dans le cadre d'une pièce, une production, quand on est publiciste, c'est comme ça qu'on le dit, on a produit une vidéo en motion design de quelques minutes pour expliquer aux magistrats les enjeux du litige. Donc voilà, donc je vois les clients me demander, puis là, il s'est passé aussi une chose en 2019, c'est que je sens que mes clients ou des contacts que j'ai sur les réseaux sociaux commencent à venir vers moi en me disant... C'est intéressant la manière dont vous communiquez. Mes clients me disaient, on voit comment vous communiquez, c'est intéressant. On se forme où ?
Et puis je me suis dit, mais en fait, j'ai un process au cabinet. Alors moi, je l'appelle le process au cabinet, ok. J'avais rencontré en 2016 Fabrice Moléon, ancien prof de droit dans des écoles de commerce, qui était devenu expert en design thinking et avec qui on avait animé des ateliers à la CE. Voilà. Et donc, je lui dis, écoute Fabrice, moi je voudrais lancer une activité accessoire, puisque l'activité était possible. Je lui dis, pour former les professionnels du droit au legal design, et est-ce que tu m'aides à concevoir les ateliers ? J'ai la méthode, maintenant il va falloir concevoir les ateliers pour transmettre ça. Et en fait, on lance l'Exclair en plein premier confinement. Donc ça, c'était voilà, je l'ai vu, mais je l'ai pas notifié tout début mai 2020. On s'était dit, on a tenu notre délai, on a bossé comme des dingues en plein premier confinement. Finalement, ça a été une chance, ce premier confinement. C'était plus calme en plus ? Pas forcément, parce qu'au cabinet, on avait quand même pas mal de choses et on avait beaucoup de demandes. Mais je gérais mon temps un peu plus comme je le voulais. J'ai beaucoup bossé, mais on lance dans les délais prévus. On pensait faire tout ça en présentiel. On s'était dit, voilà, puis en fait, on le lance en ligne. Et là, ça prend vraiment super bien. Et donc, depuis 2020... j'ai ma casquette évidemment principale d'avocat au cabinet, dans laquelle je pratique au quotidien le legal design et je forme mes collaborateurs et toutes les personnes qui travaillent au cabinet. Les stagiaires sont aussi formés et tout le monde est formé et on travaille au quotidien là-dessus. Et puis à côté de ça, je forme des professionnels du droit au legal design. Et voilà, et depuis 2 ans, on a formé plus de 1000 juristes et avocats au legal design. Ouais. Beaucoup de directions juridiques. En distanciel ou Alors, on a fait 2 ans en distanciel. Ça marche super bien parce qu'en fait, on a un vrai savoir-faire sur l'animation des ateliers. C'est très interactif. D'abord, j'ai une méthode qui est très structurée en 5 étapes. Et on travaille sur les documents des clients. Donc ça, par exemple, une direction juridique qui avait une consultation faite il y a quelques semaines. Ok, si on avait travaillé dès le départ en legal design, comment elle aurait été cette consultation ? Et ça, on peut le faire tout à fait en distanciel. Ça a super bien marché très très vite. Et concrètement, du coup, vous prenez par exemple une décision, quelque chose que vous voulez simplifier, vous utilisez quel outil, à quel point vous prenez du temps, comment vous le facturez derrière, parce qu'il faut compter ce temps. Moi je fais du design, je suis tout le temps sur InDesign, sur Photoshop, etc. Ça prend beaucoup de temps et pour autant c'est des choses qui sont hyper valorisées, mais il faut le facturer, il faut faut considérer ce temps-là, et parce que eux derrière vont gagner ce temps-là aussi, comme tu disais juste avant, en compréhension et en déploiement de l'information. Comment tout ça tu l'articules ? Alors, d'abord, une première chose, c'est que le legal design, donc le legal design, comment je le prononce à la française, on est nombreux maintenant en France à le prononcer comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mode de pensée. Et le design, c'est la fonctionnalité. Si je fais court, c'est comment on va rendre ces écrits et ces présentations fonctionnelles. Et ça veut dire que c'est centré sur l'utilisateur. On va être obsédé par son utilisateur. Quand j'écris un document, je suis d'abord, la première chose avant de commencer par le droit, c'est que je me pose la question de savoir à qui est destiné ce document. Quelles sont ses attentes, ses besoins, ses contraintes. Donc c'est ça le design en fait, c'est d'être centré sur l'utilisateur. Et ça, c'est d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que quand on commence à le pratiquer, on voit la différence. Mais comme on dit comme ça, on peut peut-être se dire c'est très visuel. Donc d'abord, c'est un mode de pensée. Ce qui fait que les outils, ça c'est encore autre chose, je vais en parler. Mais au départ, c'est vraiment un mode de pensée. Ce que je transmets et ce que je pratique au quotidien, c'est avec toute la relativité de ce que je vais dire, mais comment on pense comme un designer, c'est-à-dire comment on va rendre les choses plus fonctionnelles et plus claires. Ah, donc ça, je l'utilise absolument pour tout ce que je fais. Ça va du simple mail à un client, jusqu'à une vidéo en motion design, en passant par des formations, en passant par des écrits contentieux qui sont plus impactants. Et j'ai réalisé une enquête en 2017 auprès des magistrats. Il y a une forte demande des magistrats pour ne plus avoir ces murs de mots qu'ils ont quand ils reçoivent des consultations, des écrits contentieux, pour des consultations. Et donc, première chose qu'on fait, c'est qu'on oublie le droit. On se concentre sur son utilisateur. Ensuite, bien sûr qu'on va voir le droit et on fait les recherches comme on a appris à le faire, etc.
Mais ensuite, on apprend à structurer l'information différemment. Non pas selon la logique juridique que l'on a, mais selon la logique de l'utilisateur. Lui, c'est quoi sa logique ? Et on va sélectionner aussi l'information. Puis ensuite, on va rédiger en langage juridique clair, parce qu'il y a des techniques pour rédiger de manière plus claire. Rédiger en langage juridique clair et visualiser l'information. Ça, c'est la 4e étape, mais vous voyez, ça n'arrive qu'à la fin. Et la 5e, c'est le test. Comment on reprend les feedbacks en fait, des clients. Alors, sachant que quand j'envoie une consultation, elle n'est pas en mode test, ma consultation. Par contre, c'est intéressant de voir le retour des clients. Donc, pour répondre à ta question, c'est un mode de pensée qui va nous permettre de rendre nos écrits plus clairs, plus engageants. Et si nos clients avaient envie de nous lire, ça c'est plus engageant, plus impactant, plus accessible et compréhensible pour des juristes et des non-juristes, parce que les juristes demandent aussi ça, les magistrats notamment. Et après, sur les outils, nous, on a un formidable outil qui s'appelle PowerPoint ou Google Slide, que tout le monde a dans son ordi. Mais en fait, ce qu'on voit toujours, c'est qu'on met en cause souvent l'outil en disant « mais c'est parce que ça doit être compliqué, etc. » C'est qu'en fait, on n'a juste pas appris à utiliser ces outils. C'est pour ça qu'on a créé un atelier spécial PowerPoint appliqué au legal design, parce qu'en fait, c'est un formidable outil pour le pratiquer. Donc, pour répondre à ta question, comment je le facture ? Mais en fait, c'est mon mode de pensée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne fais rien sans ça. C'est-à-dire qu'on prend une consultation et on se pose d'abord, on se met à la place de l'utilisateur, ce qui fait que déjà, on va lui proposer beaucoup plus que ce qu'il a. Au départ, il arrive avec une idée. Par exemple, prenons l'idée d'une start-up qui vient me voir pour rédiger son contrat. Elle me dit, voilà, je voudrais un modèle de marché public, moins de 40 000 euros, par exemple. Et en fait, la start-up, son problème, c'est pas d'avoir un contrat. Son problème, c'est de développer son activité dans le secteur public. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, on va pas lui proposer qu'un contrat, on va lui proposer bien plus de choses. Et en fait, d'être centré sur l'utilisateur, de se mettre en empathie avec lui, ça va faire qu'on va d'abord mieux rédiger les documents qu'on va lui envoyer, mais aussi lui proposer des services auxquels il n'avait pas forcément pensé au départ. Et après, il dit, mais en fait, parfois j'ai des clients qui me disent « Ah, mais vous faites plus que du droit. » Je dis « Non, je ne fais pas plus. » Mais en fait, votre objectif, c'est développer le secteur public. Donc, je vais vous aider à ça. C'est-à-dire, il va y avoir d'autres choses. Et c'est vraiment cette idée-là, et c'est ça qui fait la puissance de cette étape d'empathie. C'est qu'à partir de là, on peut développer de nouvelles offres, de nouveaux services. Et c'est ce que je fais en permanence au cabinet, en fait. Je me dis, OK, là, je sens qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans l'organisation de mes clients. Et là, je pense que je peux leur proposer quelque chose avec, en toile de fond, l'expertise, évidemment, juridique, ça c'est clair. Donc, pour moi, c'est neutre. C'est-à-dire que je travaille avec ces techniques-là. Donc, je ne vais pas dire à un client, là, je vais vous rédiger un contrat... sans legal design, et là un contrat avec legal design. Non, c'est rédigé comme ça veut dire que ce sera en langage juridique clair, ça veut dire que la structure aura été revue pour être beaucoup plus claire et impactante pour les vrais utilisateurs de contrats, puisqu'en fait, je vais vous donner un scoop, les vrais utilisateurs de contrats ne sont pas des juristes la plupart du temps. Sauf qu'en fait, on nous a appris, et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on nous a appris sur les bancs de la fac, on nous a appris à communiquer entre experts, mais même ça, on n'en veut plus. C'est-à-dire que quand on fait des enquêtes auprès des magistrats, en 2017, j'avais fait une enquête, à 94%, ils demandent de la concision. À 70%, ils nous disent « aérez vos écritures ». Donc déjà, on voit qu'il y a un besoin de visualiser différemment. Et ensuite, quand on leur pose la question, c'est une enquête qui a été menée en 2016 en Belgique, on demande à des avocats et des magistrats si le langage juridique est clair, et à 66 et 68%, ils disent non, c'est pas clair. Et rien n'est fait donc, derrière. Voilà, donc en fait, on a tous besoin d'accéder plus vite à l'information, de la lire plus facilement, et de comprendre beaucoup plus vite les messages clés. Et voilà. On voit, nous aussi, quand on fait des recherches, avocats ou juristes, quand on fait des recherches sur un domaine du droit, la première chose qui nous horripile, c'est de ne pas trouver l'information rapidement. On veut trouver l'information rapidement. Donc, il y a toute cette dimension-là dans le legal design, trouver facilement l'information, la comprendre facilement, et puis apporter aux clients
finalement, un service, alors parfois on parle de juriste augmenté ou d'avocat augmenté, j'aime pas trop cette expression, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire plus que du droit. Le droit n'est qu'un moyen pour le client, et c'est exactement ça. Et on va mettre ça dans un écosystème et on va se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, qu'est-ce qu'il cherche vraiment. Et il cherche pas de la distance sur, non, il cherche pas à faire un référé liberté, un référé suspension, un référé machin. Le client, il cherche un truc précis. Et à partir de là, ça nous ouvre pas mal de perspectives. Puis j'imagine que en prenant cette distance, en prenant tout ce temps-là, finalement, en termes d'acquisition client, tu es peut-être moins bon parce que tu as moins le temps d'aller chercher du client. Pour autant, déjà, il y aura peut-être du bouche-oreille, etc. J'en parle pas là, mais il doit y avoir une rétention dans le sens où tu proposes quelque chose qui va plus loin que ce que proposent tes concurrents, et derrière on n'a plus envie de voir les anciens écrits des autres et on dit bah en fait non, je vais passer par le cabinet de Sophie parce que je sais que derrière il va y avoir une compréhension de tous mes collaborateurs, et donc toi tes clients restent, et à la fin tu as même peut-être le choix de certains parce que tu en as marre de... Enfin, c'est ça que ça t'apporte à... Enfin, je te laisse... C'est ça. Alors, vraiment, ça ne me demande pas plus de temps parce que moi, je le pratique vraiment. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les retours des personnes que j'ai formées. Et j'ai notamment en tête une direction juridique. Là, ils m'ont dit, ouais, alors pendant 7 jours, c'était un peu plus long quand on a rédigé, mais en fait, on s'y est mis complètement, on a appliqué la méthode, et aujourd'hui, c'est neutre. Et quand on voit les retours qu'on a, et le fait qu'on passe moins de temps à réexpliquer les mêmes choses, en fait, là, ça y est, maintenant, on gagne du temps. Donc, il y a eu 7 jours un peu compliqués. Alors ça, c'est vraiment quand on se plonge vraiment dedans, mais c'est vraiment l'objectif. Moi, aujourd'hui, ça ne me demande pas plus de temps. Et ça m'ouvre aussi une satisfaction du client qui est bien plus large que ce que je faisais, avant. Hein. Ouais, vraiment, voilà, ce que je faisais avant. Et oui, clairement, mon cabinet, et donc, j'ai un cabinet de niche, droit public des affaires, avec une grosse dominante contrat public. Mais j'ai des gros clients, des institutionnels, pour une grosse part du chiffre d'affaires. Et pourquoi ils viennent me voir ? Ils viennent me voir pour ma pratique innovante du droit, parce qu'ils savent que je vais pouvoir leur proposer, par exemple, un guide compliance qui sera, qui va être directement opérationnel pour le diffuser au sein de l'organisation, parce que je vais les aider à présenter l'information en interne. J'ai des élus qui me disent, c'est bien, ok, je suis d'accord sur votre consulte, maintenant il va falloir me préparer la présentation pour le conseil municipal. Et les élus n'ont pas envie de lire des choses trop juridiques. Donc oui, c'est d'ailleurs ce à quoi je confortais ma position de niche avec une pratique innovante du droit. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à grossir pour grossir. Je n'ai jamais eu d'envie particulière là-dessus. Vraiment, c'est d'améliorer en permanence, de trouver de nouvelles manières de communiquer l'information, travailler sur de nouveaux projets. Alors, ça peut être dans le contentieux, comment on peut impacter plus dans du contentieux. Donc, je peux avoir un contentieux qui est considéré comme classique, mais de me dire, ok, là, comment je vais présenter l'argument pour qu'il soit encore plus impactant. Alors, ça peut être avec du visuel ou pas, mais parfois, c'est pas avec du visuel, on n'a pas besoin. Et puis, ça peut être sur de la consultation. Ok, quand moi, mon plus beau compliment, c'est quand le client dit c'était clair, j'ai compris. Voilà. Et tu gagnes le temps aussi, qui te rappelle et qui te dit, qui te pose pas 15 questions. C'est clair, c'est ça aussi. C'est ça aussi, c'est-à-dire que, et quand on a très peu de particuliers, mais quand on a des particuliers qui sont vraiment novices dans certains domaines, de leur permettre une information qui est parfois complexe, par exemple en droit de l'urbanisme, où c'est vraiment des notions assez complexes, et de leur donner l'information et qu'ils nous disent j'ai compris, je sens la satisfaction en fait. Et nous, c'est vrai que ça nous demande du travail derrière. Mais en fait, c'est comme ça que je travaille. Donc, c'est valorisé. J'ai des taux horaires qui sont ceux des concurrents. Je pratique des forfaits quand je peux pratiquer des forfaits, quand j'ai une visibilité. Et c'est compris aujourd'hui, c'est intrinsèque à ma pratique en fait. Et tous les collaborateurs du coup sont formés. Ouais. Est-ce que à l'embauche, donc bon, je sais pas combien, là vous êtes
Deux collaborateurs. J'ai trois collaboratrices. Oui, il y en a une qui vient d'arriver, qui est arrivée il y a 10 jours, qui n'est pas encore. On a été trop pris par le temps, elle est pas encore sur le site. Voilà, on est 4 avocats au cabinet. Et les stagiaires sont formés. Et les stagiaires aussi sont formés. Est-ce que, alors, pour les élèves avocats qui écouteront ou les collaborateurs qui ont envie, est-ce qu'il faut avoir de rejoindre ton cabinet, etc. Est-ce qu'il faut avoir des compétences spéciales ou le seul fait d'avoir envie, tu penses, suffit pour pratiquer ? C'est vraiment ça, c'est-à-dire que moi, ce que je regarde, que ce soit pour la collaboration ou un stage, c'est l'appétence de la personne à l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, parce qu'il n'y a pas de formation aujourd'hui à l'école, vraiment avec les techniques de legal design, vraiment sur la rédaction claire et la structuration de l'information, il n'y en a pas. Donc il faut que j'ai quelqu'un en face de moi qui ait envie de challenger sa pratique, que ce soit en début d'exercice, parce que oui, on a appris lors de nos études à rédiger d'une certaine façon, à présenter d'une certaine façon, à structurer d'une certaine façon, et en fait, je leur explique qu'on va faire autrement. Et ça peut être perturbant, certains n'ont pas envie de ça. Donc c'est ça que je vais... Alors, tu as des détracteurs, des personnes oui, toujours en fait, on va vulgariser, on va appauvrir le langage. Oui, mais en fait la question c'est quoi ? On veut gagner le concours ou on veut communiquer de l'information juridique ? Donc après on peut en parler, on peut se dire est-ce que c'est dommage qu'aujourd'hui le niveau de langue, voilà. Après ça veut pas dire que je fais du droit pour des enfants de 6 ans, pas du tout. Mais il y a des termes, je suis désolée, le non-obstant, on peut le remplacer. Là, on a sorti la semaine dernière notre livre 52 règles de legal design avec Fabrice. Et il y a une des règles qui est nonobstant notre envie de jargonner, ce ne serait pas justice pour notre lecteur. Voilà, c'est un peu ça. On n'est pas obligé de passer par là. On peut dire les choses de manière plus claire. Plus claire et concise. Voilà, la seule chose, c'est qu'on ne nous a pas appris à faire ça. Il y a quelques techniques qu'on va trouver dans le marketing, dans les sciences cognitives, dans le design. En fait, on a fait un cocktail de tout ça. Et ce qui est super, c'est de voir la satisfaction. On a vraiment changé la perception de la fonction juridique dans les directions qu'on a formées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des directions juridiques qui ont été formées à la méthode LexClair et qui sont devenus le fer de lance de l'innovation dans leur organisation. C'est quand même dingue, parce qu'on voit souvent les juristes, au sens large, juristes avocats, comme souvent des rats de bibliothèque, pas très créatifs, pas très innovants. Et alors là, on a totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont en pôle position pour l'innovation au sein de leur organisation. Et parce que le droit, tout le monde en a besoin. La seule chose, c'est qu'on ne nous a pas appris à communiquer. Et écrire et parler, c'est pas communiquer. Mais ça fait vachement écho avec ce qu'on fait, donc je suis très content. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi attendu par les avocats aujourd'hui, qu'on en parle plus. Et on a pas mal de questions sur le legal design, dont on ne s'est pas encore penché dessus à fond, mais on regarde vraiment ça de près. Et l'idée est vraiment... Je trouve que l'idée est toujours un peu la même, de se mettre à la place de la personne à qui on parle. Nous, c'est ce qu'on met toujours en avant. Mettez-vous à la place des personnes à qui vous allez parler. Et en fait, ça va déjà vous faire prendre de la hauteur plutôt que foncer sur la question. Allez, on voit des avocats qui aujourd'hui postent des décisions de justice en cherchant du client, et avec du jargon, etc. Mais personne ne lira jamais. Enfin, personne ne prendra le temps de lire ça parce que c'est trop... c'est pas accessible. J'ai vu aussi, il n'y a pas longtemps, je crois, qu'une société avait déposé... Alors, je ne sais pas si c'était un test, je n'ai pas vu ça vraiment... en détail, mais des statuts, mais sous forme un peu picto, beaucoup d'icônes, beaucoup de dessins pour en fait expliquer les statuts de leur société, et qui s'est fait accepter, je crois, par le greffe ou par la RC, je sais plus. Je sais pas si tu avais vu. Non, je l'ai pas vu, mais c'est une très bonne idée. Ouais. On a beaucoup. Alors, nous chez LexClair, notre mission, c'est de transformer la pratique des professionnels du droit. Donc, notre mission principale, c'est de transmettre la méthode. On fait très peu de conception on a des clients qui nous demandent et on le fait, mais moi je suis convaincue que le legal design dans 10 ou 15 ans ce sera mais ce sera la pratique, tout le monde le pratiquera en fait, parce que c'est comme ça et parce qu'on veut
parce que de plus en plus, les gens veulent de l'information plus vite accessible, mâchée, etc. Donc, c'est comme ça. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? En attendant, c'est un constat, je pense. Et donc, c'est vraiment notre idée. Mais de temps en temps, on fait aussi... Puis avec nos clients, dans le cadre des ateliers, on fait des ateliers par demi-journée, et on travaille sur un cas pratique. Et notamment, on a travaillé sur des conditions générales de vente, par exemple, sur des guides de compliance, sur des formations, sur des sujets... Alors, on travaille dans tous les domaines, c'est vraiment tout. On passe tout au... À chaque fois qu'on a une équipe, si c'est du fiscal, on fait du fiscal, du social, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, avec la même méthode, on peut absolument tout transformer et donner un autre regard sur nos écrits. Puis ce sera, alors pour les clients, pour le coup, le jour où une boîte de e-commerce ou une grosse boîte met des conditions générales de vente accessibles à ses clients, déjà ça va mettre en avant une transparence, ça peut être hyper valorisant pour les clients, et derrière leur faire gagner une notoriété, une marque emploi, tout ce que ça peut apporter en termes de... Clairement. Moi, je vois, et c'est là aussi que je dis que la fonction juridique, parfois, elle n'est pas mise là où elle devrait être. C'est quand on a des boîtes qui communiquent sur leur démarche RSE. Moi, ça me fait doucement rire quand on regarde leurs conditions générales de vente ou leurs conditions générales d'achat, qui sont illisibles et qu'on n'a juste pas envie de les lire. Donc, il faut impliquer la fonction juridique dans toute cette démarche, parce qu'il n'y a pas seulement le fond du droit, c'est aussi comment on va communiquer l'information. Et puis, on a des résultats qui sont super satisfaisants sur par exemple des accords de confidentialité. Le truc qu'on donne à l'appel aux opérationnels quand ils veulent commencer des négociations, commencer à échanger d'informations, et c'est hyper abscon pour eux. Et comment on peut le transformer? Alors, dans le livre, justement, on a un poster avec le avant-après, et c'est super intéressant de voir qu'on peut faire un document avec le même contenu, mais rédigé en langage juridique clair, restructuré différemment, de manière plus logique, en fait. L'objet du contrat, les conditions financières, c'est pas logique forcément pour l'utilisateur. Donc on va retravailler là-dessus. Mais c'est vrai que ta logique de dire on se met d'abord en empathie, ça c'est parce que tu as fait une école de commerce, mais voilà, moi c'est ce que j'ai découvert en fait. Moi j'ai découvert énormément de choses. Depuis 2015, c'est génial parce qu'en fait, j'ai découvert tout un aspect business que je ne connaissais pas avec ma formation classique en droit. Aujourd'hui, je lis des bouquins en graphisme, en sciences cognitives. Voilà, je suis sortie vraiment du milieu juridique pour aller m'imprégner de tant de choses qui m'apportent énormément dans mon activité quotidienne. Ouais. Génial. Je suis très content de la tournure de comment t'expliques, c'est top. Est-ce que tu as d'autres choses alors pour sortir un peu du legal design, je pense que ça me paraît clair, donc tu as des choses à rajouter. Non, je crois que maintenant, et c'est le maître mot, mais j'espère si au moins nos auditeurs pouvaient retenir une chose, c'est que ça n'est pas que des pictos, de la couleur, des petits dessins, voilà, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus impactant que ça. D'ailleurs, ils auront le début de leur résultat quand les gens viendront effectivement leur dire que c'est clair. Et le jour où ils s'enverront une feuille plein de pictos, ils leur diront... Non, c'est pas clair. Si on prend un texte sur les J-France et qu'on rajoute des pictos, ça ne fera rien du tout. Non, c'est sûr. Du coup, on a fait le tour sur le legal design, je pense. Est-ce que tu as des choses à raconter sur justement la CE Oui, alors c'est vrai, tu le disais au début, beaucoup de choses. Alors d'abord, je pense qu'après 20 ans d'exercice, j'adore ce que je fais au cabinet, j'adore former les plus jeunes, mais c'est vrai que c'est intéressant de s'ouvrir, d'aller faire autre chose, d'abord de faire des choses pour la profession. Donc c'est ce que je fais à ma manière à la CE, avec la commission droit public que j'ai présidée pendant 6 ans et que maintenant je suis vice-présidente, et il y a un président qui l'anime. Et puis on a créé avec Éléonore Zalen du cabinet Bold, on a créé, à l'époque c'était la commission soft skills il y a 4 ans, puis au bout de 3 ans on s'est rendu compte que les soft skills ça prenait toujours pas le terme, donc on a appelé ça croissance et innovation, mais en fait c'est ça. Comment on peut, avec toutes nos compétences transversales, notamment l'empathie, l'agilité, l'adaptabilité, comment on peut améliorer la manière dont on travaille en tant qu'avocat, dont on manage ses équipes. Et ce qui est super, c'est qu'on organise régulièrement des ateliers sur plein de thèmes, sur la facturation, sur le management, sur la gestion du temps, comment on peut gagner du temps tous les jours. Alors, il y a des outils, c'est très bien, mais
concrètement, est-ce qu'il y a des techniques pour gagner du temps? Et voilà, donc ça, c'est des sujets qui me passionnent. Et puis la CE, c'est quand même le premier syndicat d'avocats où on parle vraiment... Alors, il y a 31 commissions, donc il faut juste savoir que c'est une source incroyable de savoir et de transmission d'informations, c'est-à-dire qu'il y a des commissions dans tous les domaines du droit qui organisent régulièrement des ateliers sur les sujets d'actualité, sur les sujets plus froids, mais voilà, vraiment donc un vrai savoir et une vraie transmission. Et puis, à côté de ça, il y a le congrès annuel, donc là, qui vient de se terminer, c'était en octobre à Arcachon. L'année prochaine, ça sera en octobre à Toulouse, voilà, à Toulouse, donc un beau congrès, voilà. Donc, oui, c'est important d'abord de sortir de son cabinet, surtout quand on est seul, associé, ce qui est mon cas. Il peut y avoir cette solitude aussi du dirigeant. Donc c'est super de pouvoir échanger avec des confrères qui ont... Alors vraiment, il y a une hétérogénéité très forte. Bref, il y a tous les cabinets, en fait, du petit au grand cabinet, avec des pratiques différentes, dans des domaines différents, et c'est toujours enrichissant d'échanger avec les confrères. Donc j'encourage tous nos auditeurs à venir voir ce qu'on fait à la CE, parce qu'on fait beaucoup de belles choses. Donc voilà, ça c'était important, et ça c'est vrai que c'est si j'ai un message à faire passer aux plus jeunes, c'est de très vite aller à la rencontre, de dépasser son cercle d'amis de l'EFB ou de l'autre école d'avocats où on est allé, et d'aller vers d'autres confrères dans d'autres matières et voilà, et d'autres pratiques. C'est tellement enrichissant. On a un métier qui est difficile, qui est exigeant, qui est parfois très solitaire en fait. On en ressent souvent une solitude et d'être... Et voilà. Et la CE pour moi c'était vraiment l'endroit où il fallait que je sois et où je suis. Mais on nous pousse, pareil chez Anomia, donc on est pas mal. On était sur le congrès là, cette année, Jérôme et Valentin y étaient. Et faut nous rencontrer énormément d'avocats et on fait des petits déj, on fait des événements, etc. Et à chaque fois... moment de souffle pour la plupart, ça leur fait du bien de parler, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Donc voilà, si vous pouvez aller voir la CE, aller nous contacter sur Anomia, aller voir nos événements, c'est gratuit en règle générale. L'idée c'est déjà de vous rencontrer et puis que vous rencontriez du monde. Et effectivement, c'est des moments où on se sent moins seul et il y a souvent des gens qui reviennent, je pense que, surtout comme tu disais chez les plus jeunes, on peut s'enfermer, en plus les amis effectivement des mêmes promos, etc. On se regarde un peu, on n'ose pas trop demander combien l'autre ça marche, est-ce que ça marche pas, moi je suis dans ce grand cadre mais ça se trouve derrière c'est l'enfer, donc il faut pas hésiter à sortir, ça c'est sûr. Super, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as un petit dernier mot à nous dire avant qu'on s'arrête? Écoute, du métier de l'avocat ou sur ce que quelque chose à dire aux autres? Aux autres, c'est un métier exigeant mais extrêmement enrichissant qui offre une grande liberté, et ça moi c'est ce qui m'a plu, la diversité finalement en étant très spécialisée, mais une grande diversité dans ma clientèle qui m'apporte beaucoup de satisfaction. Une grande liberté aussi, parce qu'arrivé à un moment donné, on peut aussi avoir cette liberté de choisir les dossiers qu'on veut traiter, pas traiter, en tout cas les types de les matières qu'on veut traiter. Mais un métier exigeant, un métier difficile, qui demande de se challenger aussi en permanence. Ça, je pense que chez les jeunes, je pense que c'est important qu'ils le sachent, parce que parfois j'ai des étudiants qui viennent me voir et qui me disent on ne sait pas, on hésite entre différentes voies, on aime le droit mais voilà, différentes voies, donc c'est vrai que tout le monde... Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez toutes les ressources de ce podcast en description. Je remercie grandement Maître Sophie Lapissardi pour sa transparence et je vous invite à regarder les ressources de ce podcast pour en savoir plus. Pareillement, si vous souhaitez lire des contenus business autour des cabinets d'avocats, je vous invite à nous retrouver sur anomia.fr. À très vite. Ça sera sûrement pour ma famille, parce que je ne ferai pas tout ce que je fais là, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait là.
si j'avais pas eu mon mari et mes filles qui me soutiennent à la maison. Parce qu'être avocat, c'est aussi ramener une partie du cabinet à la maison. Même si on ramène pas du travail, on ramène pas son ordi un soir, on se dit non, là cette fois-ci on coupe complètement. En fait, on ramène une partie de soi à la maison. C'est pas toujours évident pour la famille, et c'est super quand on est soutenu, encouragé. C'est vraiment chouette. Et je les remercie pour ça. Top. J'espère qu'ils écouteront, qu'ils tiendront 48 minutes. Écoutez, nickel. Merci Sophie pour tous ces petits mots. Merci. Et puis à très vite. À très vite. Au revoir.